Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous live FPI. Merci à tous de nous rejoindre ce matin pour aborder le sujet des dérogations aux règles d'urbanisme. Donc ce matin, on vous propose de devenir un collab sur ce sujet. J'espère que vous êtes très bien réveillés et que vous avez pris un bon café. Alors, pour m'accompagner ce matin, on va retrouver des intervenants que vous avez déjà vus, que je vais laisser se présenter. Donc, Laurent Rosio, je suis directeur opérationnel des sociétés Urbicom et UrbaDS qui font partie du groupe Socotec. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, bonjour à tous. Olivier Bonneau, je suis avocat associé chez Rivière Avocat Associé, avocat associé gérant. Je suis aussi docteur en droit public et j'ai la qualification de spécialiste en droit public et droit de l'urbanisme. Je me dis tout ça pour poser un discours de légitimité avant de devenir un collab. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Nicolas Jaroux, je suis avocat senior au sein du cabinet et mon collaborateur d'Olivier, je fais exclusivement du droit de l'urbanisme. Merci d'être avec nous ce matin. Donc on voulait vous proposer de devenir un collab. Pourquoi ? Parce que le sujet des dérogations, on en parle souvent à la fédération, qu'on a beaucoup de matières. Et donc on voulait vous proposer ce matin de faire un petit point, sachant que les choses ont récemment en plus évolué. On a déjà tout un stock sur lequel on va revenir tout au long de cette matinée. Et puis avec la loi d'Aubier, donc du nom du député qui a initié cette loi relative à la transformation de locaux en habitation, on a encore gagné des nouvelles dérogations. Donc, et ça va poser un petit peu la temporalité de cette matinée. Une nouvelle dérogation qui est possible d'inscrire dans les PLU, donc en faveur des projets de changement de destination. Et puis, on a aussi une nouvelle dérogation au stade des demandes d'autorisation, donc toujours pour ces projets-là, qui permettent en fait de déroger aux règles de destination et aux servitudes de taille minimale des logements. Voilà, donc ça c'est la nouveauté qui nous fait un prétexte, on ne va pas dire les choses autrement, de se retrouver ce matin. Et donc on va avoir ces deux grands temps. Donc ce qu'il est possible de voir et prévoir dans les PLU, sachant que les choses peuvent évoluer. Et puis dans un deuxième temps, donc cette première partie c'est Laurent qui va l'animer. Et ensuite on examinera aussi toute la batterie d'adaptation, on va dire, des projets, n'est-ce pas, en fonction donc au stade de la demande d'autorisation. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet pour voir quelles sont les dérogations qu'il est possible de voir inscrites dans les PLU. Laurent, je te cède la parole. Merci Bérangère. Oui, comme vous le savez certainement, on en avait déjà un peu parlé à la fin du mois de juin pour ceux qui étaient présents. Aujourd'hui, le ZAN vient renforcer la volonté de ne pas étendre les tissus urbains et d'éviter toute la consommation excessive des nappes. Tout développement sur des terrains extensifs. Donc, ce qu'on appelle terrain extensif, c'est terrain agricole ou zone naturelle, qui est un petit peu, je vais dire, ce qu'on a connu ces 20 dernières années en termes de développement. C'est un peu le pain blanc, parce qu'il y a jusqu'à. Aujourd'hui, c'est même complètement terminé. Et donc, on s'oriente principalement, en tout cas c'est vraiment la difficulté pour le rédacteur du PLU, c'est de trouver des possibilités de développement dans le tissu urbain. Et donc on a les recherches se font principalement sur les sites de friches ou les densifications de ce tissu urbain par l'investissement de cœur d'îlot par exemple, mais pas seulement, on peut aussi intervenir sur du bâti dégradé. Voilà. Et donc l'idée de l'intervention de ce matin, c'était de revenir sur les différents outils qu'offre le PLU pour atteindre ces objectifs et vous donner aussi des pistes dans vos recherches de développement, autrement que sur des terrains extensifs. Et dans le PLU, il y a quand même pas mal d'indices qui vous permettent d'aller trouver du foncier, même si, et de prime abord, c'est pas évident. Voilà. Donc je vais essayer de vous aider là-dessus. Donc, on va revenir sur quelques dérogations qui existent dans le code de l'urbanisme, et notamment la possibilité de déroger. Le PLU peut prévoir des zones qui permettent de déroger aux règles de gabarit, de hauteur et d'emprise au sol. Quand on parle de gabarit, on pense surtout aux implantations par rapport aux limites séparatives ou par rapport à la voie. La hauteur et l'emprise au sol, c'est plus évident
comprendre. Et donc on a plusieurs sujets qui amènent cette possibilité de prévoir ces secteurs de dérogation. Donc la performance énergétique des bâtiments. Si vous arrivez à démontrer que votre bâtiment est bas carbone, alors je ne vais pas rentrer dans les normes techniques, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Il y a trois sujets en fait, ou alors si on est en dessous de 10% des objectifs de l'Aéro 2020, on peut prévoir un secteur qui va qui pourra augmenter au maximum de 30% les règles de gabarit d'emprise au sol et de hauteur. De la même manière, pour les logements locatifs sociaux, les résidences universitaires ou les logements intermédiaires, on peut monter jusqu'à 50%. Pour l'agrandissement des habitations, sans justification particulière, on peut monter jusqu'à 20%. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces évolutions, alors bien entendu, les promoteurs, les aménageurs ne sont pas à l'origine de ces évolutions, mais ils peuvent aller taper à la porte de l'élu pour voir s'il y a une possibilité d'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pour l'évolution des constructions et usages d'habitation dans la limite de 20%, comme on est dans la limite de 20%, une simple modification simplifiée du PLU suffit. C'est-à-dire il n'y a même pas d'enquête publique. Il y a juste une concertation avec la population. Alors dans les autres cas, on est sur une modification de droit commun, parce qu'on est au-dessus de 20%, mais ce sont quand même des procédures qui n'ont rien à voir en durée avec une révision générale. On est dans des délais qui sont inférieurs à 1 an. Alors, c'est jamais 3 mois, mais voilà. Mais c'est assez rapide en matière d'urbanisme maintenant. Voilà. Le message, c'est que tout n'est pas figé. Ouais, non, pas du tout. Et également, donc on a des dérogations possibles en matière de stationnement. Donc on peut ne pas avoir de stationnement imposé pour les logements locatifs sociaux, pour les EHPAD, les résidences universitaires. On peut également avoir une réduction, voire une maximisation du stationnement dans les zones tertiaires, mais uniquement dans un cas quand il s'agit d'un PLU qui vaut plan de déplacement urbain. Donc ça, c'est pas encore très... C'est pas le tout venant. Non, voilà, c'est un peu à la marge, mais bon, il faut savoir que ça existe. Et pour les bâtiments qui ne sont pas à usage d'habitation, qui justifient d'une desserte en transport en commun significative en termes de proximité, en termes de fréquence, on va pouvoir également maximiser la règle qui concerne le stationnement pour ces bâtiments qui ne sont pas à usage d'habitation. Voilà. Donc ça, c'est au stade du PLU. Oui. Donc là, je reviens sur des exemples. Des exemples de PLU. Alors, je reviens à mon sujet de développement, de recherche de foncier, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le rapport de présentation du PLU, document qu'on va de prime abord pas forcément regarder quand on est porteur de projet. Voilà. Alors qu'on devrait. Le rapport de présentation du PLU, aujourd'hui, présente obligatoirement une étude de densification. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est une production Urbicom, donc vous allez peut-être la retrouver de manière différente dans d'autres PLU. Mais donc, vous voyez, tous les terrains non aménagés, alors on ne parle pas de parking, font l'objet d'un repérage et d'une possibilité de densification, comme l'exige le code de l'urbanisme. Ici, si on s'attarde sur la diapositive qui est là, si on regarde notamment les lots 61 et 62 qui sont sur la droite de l'écran et au milieu du tableau, donc là on voit qu'on a 2 cœurs d'îlots, où on identifie 2 cœurs d'îlots qui font à peu près 1,5 hectare, et on identifie une possibilité de logement d'une 50aine de logements. Voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce document, c'est quand même une source d'information importante quand on cherche à faire des opérations, et ce document est obligatoire aujourd'hui dans les PLU. Voilà. Deuxième sujet, donc deuxième et troisième sujet, le projet d'aménagement et de développement durable doit justifier de la mobilisation de logements vacants, de friches, d'espaces urbanisés, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est aussi intéressant d'aller lire ce document, parce que forcément on va retrouver des informations, en tout cas des volontés publiques qui seront plus ou moins précises. On est au niveau du PADD, mais quelquefois on a des PADD qui rentrent dans des niveaux de précision
Nous, on ne fera pas forcément ça chez Urbicom, mais en tout cas, quelquefois, ça arrive, on a des informations dans ce document. Et document encore plus important, mais là, je pense qu'il est un peu plus manipulé au quotidien, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation. Donc là, forcément, je parle plutôt d'OAP sectoriel, hein, où là, on a des mini-plans de programmation sur les zones à enjeu. Hein. De toute façon, ces OAP sont obligatoires pour les zones à urbaniser, hein, mais donc, quelquefois aussi, enfin même très souvent, on en fait dans les zones urbaines. Où là, vous allez pouvoir retrouver des découpages d'affectation de sol en fonction du type de logement qu'on souhaite, et surtout des densités minimales. Hein, voilà. Ça, c'est un mot que les promoteurs aiment bien. et justement, donc j'insiste là-dessus parce que n'importe qui ne veut pas intervenir sur ce type de zone. Hein, on doit forcément être un professionnel aguerri pour investir ces zones-là. Voilà. Et donc ensuite, je vous ai prévu une liste de quelques outils aussi qui peuvent être intéressants. Donc aujourd'hui, le zonage peut également prévoir des zones de stationnement limitées. Enfin, tout à l'heure, on en parlait pour les bâtiments qui ne sont pas à usage d'habitation, et également des zones de densité minimale à proximité des transports collectifs. Donc là, l'exemple qu'on donne, c'est alors c'est juste un exemple pour illustrer, c'est pas du tout concret, mais on retrouve là des cercles qui sont implantés à moins de, enfin, qui représentent des rayons de 500 mètres à proximité des stations de transport collectif. Hein, et donc on peut aujourd'hui, quand on est embêté, enfin en tout cas l'élu peut imposer des densités plus fortes pour favoriser, donc là c'est ce qu'on met, hein, le déplacement à pied, hein, où 500 mètres c'est environ 10 minutes à pied. Voilà. Autres petits indices qui vont vous permettre d'intervenir dans les villes où les PLU le prévoient, c'est les emplacements réservés au logement. Donc généralement on est sur de l'emplacement réservé pour du logement locatif social. On est là sur une démarche qui est foncière, où on va réserver la parcelle pour un type de logement. Hein. Donc là aussi, ça empêche, je vais dire, le particulier lambda ou autre d'intervenir. Ce sont des sources d'informations importantes quand on cherche du foncier pour faire du logement, ou des servitudes de mixité sociale. Ouais, ça, connaît bien. Donc là, on n'est pas juste sur un foncier qu'on mobilise, mais là, on va parler un peu programmation en indiquant également des pourcentages de logements. Et ce qui rentre dans la notion de mixité sociale. Voilà. Et donc, généralement, on a comme justification à ce type d'outils un PLH, hein, qui a été mis en place ou autre. Et en tout cas, ce sont des secteurs dans les PLU où n'importe qui ne peut pas intervenir s'il n'est pas professionnel. Enfin, ça me semble compliqué quand on n'est pas professionnel d'intervenir sur ces sujets. D'ailleurs, ça donne droit à délaissement pour le particulier qui est propriétaire le cas échéant, ou la société qui est propriétaire le cas échéant. Donc le propriétaire pourra mettre en demeure la collectivité d'acquérir son bien. Voilà. Tout à fait. Et si la collectivité ne le fait pas, elle doit modifier son PLU assez rapidement. Ce qui arrive aussi. Donc, juste pour répondre à quelques questions dans le chat très pratique, la présentation sera en ligne sur le site de la fédération, donc vous pourrez en prendre connaissance plus en détail. Mais voilà, on voulait mettre en avant ce matin, c'est vraiment ce sujet de la densité, parce que c'est quelque chose qui est assez important dans vos projets et vous pouvez le promouvoir, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Et donc je voulais également vous parler de deux derniers outils, donc la servitude de taille de logement. Oui. Donc là aussi, on peut retrouver dans les PLU des servitudes qui consistent à imposer des tailles minimales de logement. Voilà. Enfin, moi j'ai déjà eu le cas où les élus ne voulaient plus que du type 2. Parce que voulaient des familles. Enfin, et donc le type 2, ça... Enfin, en tout cas, dans la commune où j'intervenais, c'était plus pour les étudiants. Il y avait beaucoup de rotation et ça ne remplissait pas les écoles municipales, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est ce genre de justification qui nous amène à utiliser ce genre d'outils. Et un outil aussi fort intéressant, c'est le PAPAG. Hein. Donc là, ce sont des secteurs dont l'urbanisation est gelée pour 5 ans, en l'attente d'un projet. C'est-à-dire qu'au moment où on fait le PLU,
On ne sait pas. On sait que c'est un site à enjeu, généralement. On sait qu'on ne veut pas se rater dans l'aménagement de ce site. Et si vous avez ce type de périmètre dans les PLU, là, en tant que promoteur, il faut vraiment se rapprocher de l'élu et faire des propositions qui permettront de débloquer cette situation. En tout cas, pendant 5 ans, il ne se passera rien sur ce terrain s'il n'y a pas un projet qui est adopté par l'élu. Donc c'est une carte blanche pour les promoteurs. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Bien entendu, comme on le disait en début d'intervention, les promoteurs ne sont pas à l'origine de la modification des PLU ou de leurs évolutions, hein, mais en tout cas, voilà, on a des tas d'outils qui peuvent faire bouger les choses. Et si l'élu est convaincu du bien fondé d'un projet, généralement, il va accompagner la modification du PLU. Et aussi, à côté de ça, l'objectif, c'était aussi de vous dire, regardez bien ce qu'il y a dans les PLU, regardez bien ce qui est prévu. Il n'y a pas que le règlement et le zonage, en fait. Oui, il y a... Si je peux rebondir, mais je te laisse terminer, Laurent. Peut-être tu peux terminer. Non, j'allais dire, il y a plein d'indices. Il y a plein d'indices dans le PLU qui disent, là, on peut faire quelque chose et c'est pour les professionnels. Et c'est vrai qu'il faut regarder ces documents. Mais ça me fait penser à ce qu'on a déjà dit lors de la précédente session, donc en fin juin, sur la capacité des promoteurs à interagir avec les pouvoirs publics lorsqu'ils élaborent leurs documents. Donc il y a des instances pour ça. On avait parlé, il y a des moments clés. Des chambres régionales FPI. Et avant qu'on parle des sujets propres au projet, j'ai changé d'avis, moi, sur les dérogations PLU. Mais je vais me permettre de te poser une question. Ne peut-on pas dire que, c'est peut-être une question rhétorique, ne peut-on pas dire que ces dérogations prévues pour les PLU sont là pour encourager les projets vertueux et donc pour les collectivités qui ont envie d'aller dans les objectifs législatifs, on donne des bonus aux constructeurs, donc c'est vraiment un jeu gagnant-gagnant. On a d'autres exemples dans lesquels les communes ne veulent pas aller dans ce sens, et d'où les outils prévus par la loi pour déroger au PLU. Mais là, c'est le PLU qui organise son propre système de dérogation. Moi, je trouvais ça étrange au début par rapport à la logique même de l'urbanisme tel qu'il était sorti des lois SRU, donc on parle de l'an 2000. Mais finalement, à la réflexion et avec l'expérience aussi, on se rend compte que des communes ont peut-être envie de donner des bonus à travers leur PLU, sans occuper de la loi, pour les permis de construire, et donc de prévoir en interne, finalement, au local, des bonus. Et ça existe. Enfin, je vois ici une projection du PLUI de la MEL, donc c'est à Lille, c'est les collectivités qui sont assez structurées pour donner des bonus le long des corridors de transport. C'est la même chose à Bordeaux Métropole, à Nantes. Au cœur de Paris, on utilise beaucoup les outils que tu as cités tout à l'heure sur la servitude de mixité sociale, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des collectivités qui s'en servent. Donc la question c'est, est-ce que vraiment c'est une volonté de bonus qui se traduit à travers ces outils et qui permet de faire un jeu positif qui encourage les acteurs à faire ou non, au contraire, c'est quelque chose de plus... Non, moi je suis complètement d'accord avec l'analyse. En fait, quand on rédige le PLU, on nous dit d'écrire un projet d'aménagement de territoire à une échelle d'une dizaine d'années. Enfin, vous imaginez bien que à l'instant T, on est incapable, à la vitesse où tout évolue, on voit là ces dernières années, on n'aurait pas pensé être dans cette situation immobilière aujourd'hui il y a 5 ans. et donc, je suis d'accord avec toi, l'idée c'est que tous ces bonus permettent à un professionnel qui va proposer un projet intéressant à un élu, auquel il n'aurait pas pensé 5 ou 6 ans avant, parce que les normes techniques évoluent, les exigences environnementales évoluent, etc., va permettre d'un petit peu tordre le coude à son PLU qui a été rédigé quelques années auparavant pour permettre ce projet, sans ce qu'on disait, passer par une procédure très lourde et longue. Et en fait, je pense que là, l'idée des bonus, c'est d'introduire un peu de la souplesse dans l'évolution de la ville, quoi. Ça, et pour faire du bas carbone, pour faire du logement aidé, pour ainsi de suite. Je pense qu'on parle souvent de dérogation, et c'est vrai que le terme n'est pas très heureux. Moi, je préfère parler d'adaptation, parce qu'en fait, il y a un moment, on a un document qui a été élaboré à un instant T, qui a envisagé un certain nombre d'hypothèses, pas toutes, et donc c'est l'idée de pouvoir adapter ce document, soit avec des outils au stade du PLU, soit au cas par cas en fonction des projets.
parce que on peut pas tout prévoir à un D'ailleurs, au instant stade du T. projet, on va aussi retrouver cet objectif un petit peu C'est vertueux. ça, tout à fait. Voilà, À chaque de fois, construction effectivement, on a carbone, de Oui, meilleure c'est ça. performance énergétique et autres. exactement. Donc, on a quand même une logique globale C'est ça. et d'ensemble sur ces thèmes-là. On va y revenir, mais voilà. Avant de basculer dans ce domaine-là, encore à nouveau, je voudrais remettre en emphase ce que tu as dit sur la nécessité impérative d'aller lire les documents qui Les sont un peu rapports de cachés. présentation, ce genre C'est de pour comprendre en fait le projet de ville les acteurs que sont les promoteurs en tant que, ou aménageurs ou même bailleurs sociaux qui sont vos partenaires. C'est de bien comprendre la matrice de réflexion du projet. Enfin, et donc aussi peut-être venir challenger ces documents pour proposer les dérogations dont on va parler tout à l'heure, ou alors justifier l'introduction, comme le proposait Laurent, de modification du PLU pour intégrer ces fameux bonus parce que c'est pertinent, parce qu'on ne peut plus rien faire à l'extérieur de la ville, et ainsi de suite. En étant force de proposition. C'est ça. Voilà. Ça, c'était vraiment effectivement l'objectif de ce rendez-vous live ce matin. C'était voilà, vous donner un panorama de tous les outils qui existent, donc au stade des PLU et des projets. Et pour revenir au sujet des PLU, on voulait aussi donc faire ce focus sur la densité. Parce qu'on en a déjà parlé effectivement au mois de juin en revenant sur Lausanne. Mais là, l'actualité jurisprudentielle le confirme aussi. C'est un peu le moment où jamais de militer pour un peu plus de densité, parce qu'on voit bien quand on a des PLU qui s'étalent un petit peu trop, le juge n'hésite plus tellement à les censurer, parce qu'on a le PLU, on avait parlé de Toulouse Métropole, là c'est Metz Métropole, voilà, qui est tombé pour ces mêmes motifs. Donc j'ai envie de dire, voilà, la densité, c'est le moment de s'en emparer, de la promouvoir et d'expliquer finalement aux élus locaux que, alors il y a les élections municipales, tous ces enjeux autour de la construction, mais il y a aussi les enjeux juridiques. Et c'est vrai qu'on en parlait, élaborer un PLU, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et donc, ce serait un petit peu dommage, on va dire ça gentiment, qu'il tombe parce qu'il n'est pas assez dense. Donc, voilà. Merci Laurent, voilà, de ce rappel des outils, voilà, pour promouvoir la densité, puis les clés de lecture d'un PLU en dehors du seul règlement et zonage de ces documents que pratiquent les adhérents au quotidien. Donc, si on a loupé le coche, entre guillemets, au PLU, au stade du PLU, il y a encore la possibilité, au stade de la demande de permis, donc de solliciter alors une dérogation pour adapter, on va dire, voilà, le PLU aux caractéristiques d'un projet particulier. Sachant que sur ce sujet, voilà, vous avez le choix. Hein. On peut pas dire, là, le législateur n'est pas chiche. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, destination, aspect extérieur. Voilà, vous en avez pour votre argent, j'allais dire entre guillemets. Donc voilà, sachez que il y a plein de dérogations. Le problème ce matin, c'est qu'on n'a qu'une heure et demie. Ouais, donc voilà, Olivier et Nicolas vont faire un focus avec une autre grille de lecture par territoire. Et je vais tout de suite leur céder la parole. Merci Bérangère et merci Laurent. Donc on refait le point encore une dernière fois avec le PLU. Donc, au niveau local, on peut faire des choses avec le PLU, donc c'est les élus du territoire qui le font. Mais quand ça ne se produit pas, le législateur a introduit beaucoup d'outils pour justement déroger au PLU. Parfois qui ne sont pas réalisés par le maire de secteur, les PLU, ils sont réalisés par l'intercommunalité, donc le maire peut avoir de la marge de manœuvre. Avec ces dérogations, ça peut être intéressant dans les cas un peu rares, mais qui se produisent, où le maire subit un peu le document d'urbanisme qui s'applique sur sa collectivité. On sait qu'en général, les maires participent à l'élaboration, même dans une intercommunalité, mais parfois, il peut y avoir des difficultés. Mais ce n'est pas le meilleur exemple. On va vous parler ce matin de la façon dont s'organise ce système de dérogation prévu par la loi au PLU, aux documents d'urbanisme locaux. Il y a des dérogations, première partie, qui sont applicables partout, sur tout le territoire national. Les dérogations, ce seront les plus intéressantes de mon point de vue, enfin de notre point de vue avec Nicolas, qui sont applicables en zone tendue, donc c'est aussi les secteurs à enjeu forts pour les promoteurs immobiliers, et celles applicables dans des secteurs un peu plus restreints, que sont les ORT et les GOU, et qui reprennent d'ailleurs assez largement celles qui s'appliquent dans les zones tendues. Donc, 3 parties que... Yes. Pour répondre aux questions qui commencent à arriver sur le chat, à la question posée de savoir si les dérogations sont soumises à une validation de la part des élus, forcément au stade du PLU, oui. On a la validation. C'est sûr. Et là, on précisera effectivement de mémoire, et je crois qu'il y a que 2 cas, voilà, il y a des...
La plupart du temps, c'est par fameuse décision motivée. C'est ça. Exactement. Je crois que En fait, les exceptions, c'est Les dérogations, c'est simplement un permis de construire qui est délivré en passant par cette technique. Donc à la fin, l'élu signe ce permis de construire et doit aller chercher dans ses ressources pour s'écarter d'un document qu'il a produit lui-même. Et on verra, on en parlera. Des méthodologies ont existé, une doctrine administrative s'est même produite. Je parle de la ville de Paris. On avait travaillé sur un dossier avec Bérangère dans le temps passé sur les méthodes qu'avait mises en place la ville de Paris pour créer une doctrine alternative à son propre PLU dans les cas où le PLU n'est pas adapté. Donc ça montre bien qu'il y a des réflexions menées par l'administration sur ces sujets précis. Mais à la fin du jour, le maire, c'est lui qui signe cette dérogation et qui la délivre. Donc, sachant qu'il peut la refuser. il peut la refuser. On verra peut-être. Et on peut aussi les cumuler. C'est vrai qu'on a eu une réponse Ouais, ministérielle ça. récemment sur ce sujet. C'est assez intéressant. On y viendra notamment sur celle que j'appelle la dérogation Loélan, et qui permet de cumuler énormément de choses. Bref, avant ça, dans l'ordre, peut-être que nous allons parler des dérogations au champ d'application national. Exactement. Et la première thématique, ça va être celle relative au stationnement. D'ailleurs là, c'est la première pour le coup qui est d'application de plein droit, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à solliciter donc cette dérogation au maire. C'est celle où on va pouvoir réduire de 15% au moins les obligations en termes de stationnement lorsque le projet va inclure une voiture en autopartage ou alors la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté. Donc, c'est un petit peu dommage que récemment, il n'y a pas eu de clarification du champ d'application, si c'est une application directe ou s'il faut une traduction réglementaire de ce dispositif dans le règlement d'un PLU, étant donné qu'il y a eu un arrêt malheureux récent de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a considéré que le règlement devait retranscrire les modalités d'application de cette dérogation pour qu'elle s'applique, alors que cela ne ressort pas nécessairement des textes et que c'est d'ailleurs pas la volonté du gouvernement, pas son interprétation non plus. Mais voilà, il faut avoir en tête cette dérogation qui permet à minima donc de réduire de 15% et surtout que donc c'est a priori, en tout cas c'est notre interprétation à nous, une des seules d'application de plein droit. Il y en a une seconde où là on est vraiment sur le type de dérogation classique qu'il faut demander à l'autorité qui est compétente en matière de délivrance des autorisations. C'est celle dans laquelle on va pouvoir venir réduire à concurrence d'une place de stationnement de véhicules motorisés pour la création de 6 emplacements pour vélos. Donc là, ça peut être également une dérogation qui est très intéressante dans la mesure où le gouvernement aussi en a une interprétation qui est tout à fait positive, étant donné qu'il considère que les moyens, les emplacements vélos qui sont réglementairement exigés par le PLU peuvent permettre cette compensation-là. Donc c'est-à-dire que pour 10 places de stationnement véhicules exigés, par exemple, si on va venir prévoir 6 emplacements de vélos, on va pouvoir nécessairement réduire d'une place de véhicule, ce qui peut avoir des incidences assez importantes. On sait quand les enjeux sont relativement compliqués et importants en matière d'emplacement pour véhicules. Oui, quand on arrive au chausse-pied dans les opérations. Exactement. Pour réussir à faire interagir un local vélo qui est grand, de plus en plus grand, avec un parking qui est assez important également. Ces effets de mutualisation sont très intéressants. Et ce qu'on constate dans le quotidien, avec nos clients, qui soient promoteurs, bailleurs sociaux, et ainsi de suite, c'est que ces dérogations ne sont pas forcément demandées. Donc dans le travail que l'on réalise au quotidien d'audit ou de consultation, on dit à nos clients, mais demandez. Et en vérité, ce que l'on constate, c'est que chez les demandeurs, donc les porteurs de projets, et chez les architectes, la connaissance n'est pas encore extrêmement développée sur ces dérogations. C'est un propos qu'on va pouvoir reproduire plusieurs fois, donc je le dis dès à présent. Donc c'est pas chez les architectes, c'est pas trop chez les promoteurs, pas encore de manière développée. Et en plus, en face, dans l'administration, c'est pas non plus maîtrisé. Exactement, donc, c'est ce qui a ça veut dire vraiment motivé ce webinaire, c'était qu'on avait le sentiment que les adhérents ne connaissaient pas, n'osent pas non plus, donc j'ai envie de dire lâchez-vous. Hein. Et puis une méconnaissance aussi côté service instructeur et même au niveau des parlementaires. Exactement, et donc ce qui veut dire qu'il faut réaliser un effort de pédagogie dans chaque dossier. Et donc la demande, de la façon dont vous la formulez à travers soit la PC4 du dossier de permis de construire, soit les documents très spécifiques aux dérogations qu'on va évoquer tout à l'heure, la PC22, la PC41, 2, 3, ces documents précis doivent faire œuvre de pédagogie. Donc c'est un travail à réaliser de concert avec le porteur de projet pour aller voir l'administration et la convaincre de l'intérêt de cette dérogation qui est parfaitement légale puisqu'elle est dans le code,
Mais voilà, il faut encore se donner cette peine. On a beaucoup de questions, Oui, bien sûr. donc notamment sur les vélos. Les exigences de locaux à vélo, est-ce que c'est celles prévues par le PLU ou par le CCH? Alors, en l'occurrence, c'est uniquement celles qui sont exigées par le PLU, Mhm. ici. Mais ça peut être aussi de prévoir plus de locaux vélo que ce qui est exigé par le PLU ou le CCH. Mais il faut savoir qu'effectivement, c'est à chaque fois le PLU dont on discute ici, étant donné que les dispositions du CCH ne sont pas directement opposables à un permis de construire, Mhm. sauf à ce que le PLU renvoie lui-même au CCH. Sinon, effectivement, on a uniquement un rapport de conformité vis-à-vis du PLU. Donc si je respecte le CCH uniquement parce que j'ai rien dans mon PLU, je peux pas demander cette dérogation? Si, Ah, si, bien sûr. c'est ça. En fait, Je sais pas. le réservoir, en fait, si vous voulez, c'est la difficulté du CCH, c'est que c'est un réservoir de place qui est calculé avec un tableau Excel. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs on en a bien conscience là. très- C'est très- pour ça très qu'on avait embêtant. négocié cette Et- adaptation. mais les PLU viennent mettre leurs propres règles sur le Tout sujet, à fait. qui sont parfois déconnectées de celles du CCH. Et c'est dans ce réservoir de place PLU qui ne s'ajoute pas forcément à celle du CCH, même très rarement. C'est dans ce réservoir de place PLU qu'on va pouvoir taper D'accord. pour enlever des places de stationnement Et jouer à ce jeu de de compensation. voitures. un petit peu. Voilà. Donc c'est dans ce vase communicant-là qu'on peut travailler. Ouais, tout à fait. Mais le CCH est finalement en dehors du spectre de la réflexion sur ce point précis. On verra là, c'est une des premières dérogations stationnement appliquées sur tout le territoire. Il y en a d'autres, notamment dans les zones tendues, qui sera la deuxième thématique de notre intervention. Donc c'est une place de parking pour 6 vélos, pour répondre à la exactement, question. 6 vélos, tout à fait. Ensuite, la deuxième thématique, ça va être les constructions vertueuses en matière de performance énergétique ou environnementale. Là, ici, il va être possible de demander des dérogations à la collectivité afin justement de mettre en œuvre des dispositifs constructifs notamment qui exigent d'avoir un petit peu plus de facilité ou en tout cas une adaptation des règles qui peuvent toujours ne pas être tout à fait adaptées. Je vais prendre un exemple assez parlant, c'est celui par exemple la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions ou la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes. Et bien là, dès lors qu'on va mettre ce type de dispositif en œuvre, on va avoir un gain de 30 cm supplémentaire, donc en plus de la hauteur maximale qui est réglementairement prévue par le PLU. De la même manière, on va pouvoir venir augmenter de 25 cm par niveau au maximum 2,50 m au total, lorsqu'on va mettre en œuvre un dispositif constructif faisant preuve d'exemplarité environnementale. Je pense notamment par exemple aux planchers bois qui sont bien plus épais que les planchers béton et donc ils vont exiger ici cette petite surhauteur supplémentaire afin de permettre donc le dispositif et ce mode de construction plus vertueux. Sur ce dernier exemple, Oui. en 2 secondes, il est intéressant de noter qu'on ne peut pas gagner un étage avec cette dérogation. C'est vraiment une dérogation technique pour les planchers, mais on ne peut pas gagner un étage en plus en disant j'ai gagné 2,50 m, donc je vais les mettre un étage en plus. Et Par puis- définition, c'est pas techniquement possible puisque L'exemplarité environnementale devrait être démontrée. Bon, on ne peut pas rentrer évidemment dans le détail non plus, mais il y a vraiment un jeu d'explication qui doit être fait et de pédagogie dans le dossier de permis de construire. Et juste là, on parle des dérogations pour répondre à une des questions dans le chat qui sont prévues dans le code de l'urbanisme et pas dans le CCH. C'est vrai exactement. Ouais. qu'on a des Exactement. projets Voilà. vertueux Il y a- par rapport Ouais. aux exigences du CCH, que ce soit en matière de performance énergétique ou de stationnement vélo, et c'est celles-ci qui peuvent bénéficier des dérogations qui sont dans le code de l'urbanisme. Exactement. Exactement. Donc, pour le coup, le code de l'urbanisme est très clair à ce sujet. Il y a une liste qui est aux articles 152-1 et suivants du code de l'urbanisme qui énumère toutes les dérogations envisageables au PLU. Et on peut le dire pour les adhérents, là vous avez des slides très sobres parce qu'au cabinet nous pensons qu'il ne faut pas mettre trop de texte, sinon on n'arrive pas à entendre et lire en même temps. En revanche, dans le support que vous recevrez, Il y a tous les textes sont là. Donc, il y a énormément de questions sur j'imagine. les j'imagine. dérogations vélo PLU, J'imagine. donc peut-être on détaillera dans les slides parce que Exactement. leur tourne. Exactement. Ensuite, autre thématique, ça va être la question de la transformation des locaux existants en logements. Donc là, c'est la loi d'Aubier qui a permis d'ouvrir ce webinaire et donc tout récemment a permis, en réalité, alors qu'on a vu qu'il y avait effectivement une vacance des constructions tertiaires de plus en plus importante, voilà, il devait avoir un moyen effectivement de permettre leur transformation. Et donc, la loi est venue autoriser le maire à autoriser des changements de destination de constructions existantes qui ont une destination autre que l'habitation en habitation. Donc, dit autrement, là où l'habitation aujourd'hui est interdite dans le PLU, bien demain, on pourra en faire. Évidemment, ce qui est assez intéressant, c'est que ce mécanisme un petit peu inversé
le mode d'intervention. Et en réalité, ce qui va être, ce que le maire va devoir motiver, ce n'est pas l'accord de la dérogation, mais le refus. Donc, et là, le texte donne quelques exemples au maire s'il en a besoin. Donc, la dérogation pourra par exemple être refusée au regard des risques de nuisance pour les futurs occupants, de l'insuffisance accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile, ou encore pour des raisons tenant aux objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Donc là encore, ça va être évidemment une discussion vis-à-vis du contexte, de la situation et la localisation de l'emplacement, et donc d'une bonne volonté toujours politique de la personne qui prend la décision in fine. Sur cette nouveauté, moi j'ai un regard un peu sceptique. Je trouve intéressant l'intention. L'intention, c'était dans les zones monofonctionnelles, nous allons permettre du logement. Mais c'est assez limitatif, puisque souvent les structures existantes, donc les bâtiments existants dans les zones monofonctionnelles sont pas forcément adaptés à la transformation en logement, et on nous permet ici que du changement de destination, donc sur une construction existante. Il n'y a pas de reconstruction. Donc il n'y a pas de transformation possible ou de reconstruction. Ce qu'on va aborder juste après, j'essaie de vous mettre un peu l'eau à la bouche. Et avant d'aborder donc ces autres dérogations largement plus permissives, la dernière, ça va être donc qui est applicable sur tout le territoire national, c'est celle qui concerne les friches. Ce qui est intéressant, c'est que pour les friches, d'abord, c'est la définition qui est donnée par le Code de l'urbanisme. Celle-ci est très large, je vous la donne telle qu'elle est citée. Une friche est définie donc comme, je cite, tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Et donc, le législateur est venu prévoir ici une disposition qui permet, lorsqu'on intervient sur une friche, de venir maximiser les règles de gabarit de l'ordre de 30%, et également de déroger aux règles de stationnement. Et donc, on voit ici que la friche, ce n'est pas nécessairement un terrain laissé à l'abandon, une friche où on imagine avec beaucoup de végétation et polluée, avec un coût de dépollution très important. C'est notamment ça, mais c'est pas que ça. Ça peut notamment être donc un immeuble bâti ou un secteur bâti avec une concentration élevée donc de logements vacants ou d'habitat indigne, ce qui permet donc d'envisager le réemploi de friches donc vraiment en secteur bâti et urbain. C'est un cas d'ouverture de la dérogation qui est très intéressant. On a déjà discuté en parallèle de ce webinaire avec Bérangère, et les adhérents posent la question. Et bien oui, beaucoup d'immeubles, d'actifs immobiliers peuvent être qualifiés de friches et donc ouvrir droit à des dérogations, alors même que au premier abord, on pense qu'une friche c'est quelque chose d'autre. Donc faites attention à la définition du texte. Donc elle a été rappelée par Nicolas, c'est à l'article 111-26 du Code de l'urbanisme, et on a un décret qui est venu définir très précisément ce que disait Nicolas juste à l'instant. Donc, c'est à la fois précis, mais large finalement. C'est précis dans le sens où ça nous fait penser à d'autres choses que la friche habituellement, mais c'est très large puisque beaucoup d'habitats indignes ou une concentration élevée des locaux vacants dégradés. Et en plus, c'est intéressant pour ceux qui font de l'urbanisme transitoire, qui font occuper ces bâtiments pendant une période donnée. Cette occupation transitoire ne retire pas la notion de friche. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut faire occuper le site pour éviter qu'il se dégrade ou qu'il soit sous-coté, et en même temps bénéficier de la notion de friche pour avoir plus 30% de gabarit et des dérogations au stationnement. Donc voilà, un outil nouveau dont il faut saisir. Il faut se saisir et il faut l'expliquer aux collectivités là aussi. Alors, il y a beaucoup de questions sur moi j'ai demandé, on me l'a refusé, ou moi on veut pas me la donner parce que si je vous la donne à vous, il faudrait que je la donne à d'autres, etc. J'ai envie de dire, là aussi, on va arriver en période électorale. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas connues, des PLU qui vont évoluer, puisqu'on a le sujet ZAD. C'est peut-être un peu le moment de faire bouger les lignes. C'est le moment de faire bouger les lignes, c'est le moment de faire de la pédagogie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et après, j'ai envie de répondre à ces personnes qui nous interrogent. Comment on va vous demander est-ce que c'est en rendez-vous en mairie à l'oral, en disant est-ce que j'ai le droit, et on vous dit non, c'est fini. Non, ça se démontre, ça se travaille, c'est un investissement, comme souvent. Quand on prend le taureau par les cornes, c'est un grand travail avec ses architectes, pédagogie, un grand travail sur soi-même pour apprendre de nouveaux modes de travailler. Et après, un grand travail avec les personnes qu'on a en face pour les convaincre. Donc c'est évidemment un combat. Et le premier qui va faire l'effort pour les autres, ce sera plus dur, évidemment, comme toujours. Mais au bout du compte, la pratique va se développer et devenir une doctrine pour l'administration. Ce qui se passe à Paris, pour le coup, ce qui s'est passé à Paris avant le nouveau PLU, ce qui se passe par ailleurs en première couronne d'Île-de-France, et ce qui se passe dans d'autres villes de France qui se saisissent des sujets parce qu'on les y amène.
Et il faut Il vraiment faut travailler. étayer Toujours. pour convaincre. En fait. Il faut étayer pour convaincre, pour Mm. modifier un PLU, on le disait tout à l'heure. Il faut aller chercher un diagnostic en puissance. Il faut de l'ingénierie intellectuelle. Il faut que la commune trouve un intérêt aussi à déroger à son propre PLU. Vraiment. Effectivement, il faut vendre quelque chose de... Je pense que lui, l'élu, dans tous les cas, il veut être en mesure de rendre des comptes si on lui en demande. Exactement. Et donc, voilà, cette justification, enfin l'étaiement de la situation, c'est fort important. Et c'est vrai que ça, à mon avis, ça nécessite un peu d'énergie. Alors, il y a la question aussi des recours. Est-ce que si Oui. on a un permis avec une dérogation, on n'est pas plus fragilisé? Pas vraiment, mais on ne l'a pas dit au début, on aurait peut-être pu le faire. Mais la dérogation, c'est un gros mot au niveau administratif. Oui, je préfère adaptation. Non, alors, et c'est d'ailleurs le terme qui a été C'est moins retenu pire. un peu plus tard, mais dans les années 70, enfin 70, Oui. on en a énormément abusé. C'était même la norme pour délivrer des permis de construire. Ça a été oublié, ça fait longtemps, les années 70, ça fait plus de 50 ans. Et on les a réintroduites à la suite du rapport Attali de 2008, qui crée un mouvement de libéralisation de l'urbanisme, et au fur et à mesure. Et en fait, Ça s'accentue un peu. et qui s'accentue un peu, mais toujours, et c'est là le garde-fou, Oui. toujours dans un but positif, le même que celui, enfin dans des C'est pour buts positifs. promouvoir, en fait, Promouvoir le logement, projet, on a une crise du logement vertueux. énorme, donc il faut du logement. Promouvoir des logements bas carbone, parce qu'il en faut, vu qu'on a un défi par rapport à l'objectif bas carbone, ainsi de suite. Lausanne, Sujet la de densité. mobilité, Donc en fait, hein. tout est. Alors aujourd'hui, les dérogations ne sont plus données aux petits bonheurs de la chance, comme c'était le cas dans les années 70, mais par rapport à la poursuite d'un objectif collectif, qui est inscrit dans toutes les lois, dans le code, qui normalement doit être traité par les PLU au niveau local, qui est celui d'arriver à un urbanisme équilibré, mais qui produit assez de logements, assez de services, ainsi de suite. Donc, le garde-fou, c'est ça. C'est l'intérêt qui est poursuivi par la dérogation. Et toutes les dérogations qu'on a abordées depuis tout à l'heure, qu'elles Coche une soient case. dans les PLU. Mmh. ou pas. Donc c'est ça le garde-fou. Mais voilà, c'est finalement plus un gros mot, si je peux me permettre. Donc on en vient désormais aux dérogations applicables en zone tendue, qui sont peut-être les plus intéressantes, en tout cas celles qui vont avoir le plus d'importance pour les projets dans des secteurs où vous êtes acteur le plus amené à intervenir. Donc Juste, est-ce qu'on peut rappeler ouais. les zones tendues? Parce que Ah je oui. sais que les adhérents, entre le zonage ABC, là je sais que c'est un autre zonage, Ouais, c'est un autre zonage. peut-être revenir Alors, sur cette notion de zone ici, tendue pour les bien zones clarifier. tendues, en l'occurrence, c'est un renvoi qui est fait par le Code de l'urbanisme au Code général des impôts, pardon, oui. et c'est où s'applique en réalité la taxe pour logement vacant. C'est ça. Exactement. Donc Voilà. nous, on appelle ça zone tendue pour simplifier. C'est vrai Voilà. que c'est une définition qui est propre au Code général des impôts. Et donc, actuellement, le Code de l'urbanisme prévoit donc 5 dérogations applicables en zone tendue. On dit bien à date, étant donné que dans le cadre de la proposition de loi de simplification, qui pour l'instant est Ouais. suspendue à la suite de la chute du gouvernement, cette proposition prévoit d'élargir ces dérogations à l'ensemble du territoire national. Ce qui peut interroger sur peut-être la pertinence du dispositif et la colonne vertébrale qui en reste à la fin. Ceci étant, demain, si c'est le cas, ça sera applicable sur l'intégralité du territoire avec beaucoup d'avantages, comme on va le voir désormais. Alors, je vous en prie. Non, c'est vous, ça c'est bon. Encore. La première thématique, encore, c'est toujours le stationnement. C'est souvent d'ailleurs densité ou stationnement. Oui, c'est ça. Et après, stationnement, ça sera la densité. Gabarit, stationnement, on a une belle concentration. Exactement. De- Là, parmi les 5 dérogations, on a 3 qui concernent le stationnement, en tout cas 3 qui permettent donc de venir réduire les obligations. La première, c'est tout simplement lorsqu'on est dans les 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport guidée en site propre, etc. On connaît les critères qui permettent tout simplement de venir donc réduire les obligations en tenant compte évidemment de tout ce que Laurent visait tout à l'heure, donc la suffisance de la desserte et des caractéristiques vraiment du tissu dans lequel on s'insère. Et donc là, c'est la même chose, il faut demander cette possibilité de réduire et c'est toujours la même chose, c'est le maire qui, in fine, décide ou non d'accorder cette dérogation. Il y en a ensuite 2 autres qui portent, elles, uniquement sur qui peuvent porter sur des constructions existantes, alors que celle que je viens d'aborder peut porter également sur le neuf. C'est pour les hypothèses dans lesquelles on va venir créer des logements en surélévation ou en agrandissement de logements par surélévation. Là aussi, on peut venir réduire les obligations en matière de stationnement. Et la dernière hypothèse qu'on va venir un peu plus aborder en suivant, c'est celle dans laquelle on va venir transformer un bâtiment à usage principal d'habitation par reconstruction, réhabilitation ou rénovation, et dans laquelle, en plus de bénéficier d'un bonus de constructibilité de 30% qu'on va aborder juste après, on va pouvoir également réduire les obligations
en matière de stationnement. Deuxième thématique, et la plus importante, c'est celle de la densité. Il y a 3 dérogations donc, qui permettent d'augmenter les capacités de densification d'un îlot, d'un immeuble bâti. Et le point commun de ces 3 dérogations, c'est que les 3 doivent être mises en œuvre en poursuivant un objectif de mixité sociale. Qu'est-ce que la mixité sociale? Ce n'est pas uniquement la mise en œuvre et la mise en place de produits tels le LLI ou le LLS, c'est également, par exemple, la mise en œuvre de produits où on va venir en fait prévoir un mélange de populations, notamment de générations. Et donc cette interprétation relativement large, c'était celle du gouvernement, elle a été récemment validée par le Conseil d'État, qui a validé donc la dérogation accordée pour une maison de retraite, en considérant donc en fait la maison de retraite va permettre l'apport de populations plus âgées, effectivement, dans un secteur où il y en avait moins, et donc en faisant ce mix générationnel, on va venir participer à une mixité sociale donc vertueuse, et qui va permettre donc de venir densifier de manière plus importante son programme. Et donc là, on a 3 exemples particuliers. Donc ça va venir permettre de se rapprocher des limites séparatives par rapport à la norme normalement imposée. Ça va également permettre de venir déroger aux règles de hauteur pour venir au plus haut au faîtage de l'immeuble voisin, donc ça sans le dépasser, mais au moins au niveau du faîtage existant à proximité. Et il sera enfin possible donc, de déroger aux règles relatives à la densité pour autoriser donc, la surélévation d'une construction existante et achevée depuis plus de 2 ans, lorsque la surélévation donc, a pour objet la création de logements supplémentaires, ou à tout le moins un agrandissement de la surface de logement. On a une question dans le chat sur ces dérogations aux règles de densité ou de stationnement. Il y a des fourchettes qui sont prévues dans les textes ou un plafond légal, ou c'est totalement discrétionnaire? Pour la densité, les fourchettes sont définies par le cadre bâti environnant, puisqu'on va pouvoir déroger pour aller chercher la hauteur, mais dans le cadre de la limite du faîtage avoisinant. Mettons que le PLU limite à 10 mètres les hauteurs de bâtiments pour les habitations, mais que le bâtiment voisin fait 23 mètres, eh bien, en théorie, on peut monter jusqu'à ces 23 mètres, si tant est qu'on crée de la mixité sociale. Ce qui est intéressant, ce que disait Nicolas juste avant, c'est que la mixité sociale, c'est pas la mixité sociale au sens de la loi SRU, je produis du logement locatif social, c'est je viens apporter un autre type diversité, de population, de catégorie d'âge, ainsi de suite. Et ça peut être des étudiants, dans les cas où on a une population vieillissante, mais l'inverse, dans les cas où on a un quartier plutôt composé de jeunes. Ça, c'est un point intéressant. Personnellement, je suis déjà intervenu dans des communes où il y avait plus de 60-70% de logements locatifs sociaux, et la mixité, c'était l'inverse. Oui, bien sûr. Et sur le stationnement, c'est pareil? Il n'y a pas non plus de plafond qui est prévu, donc qui peut le plus, peut le moins, tout en étant un minimum prudent. Et étant donné que justement, il faut prendre en compte les services qui existent à proximité et autres, évidemment, en fait, il va falloir adapter, et ce, avec une vraie démonstration, les besoins de l'opération par rapport aux services, notamment les transports en commun. On a vu un arrêt qui disait dérogation, c'est réduction, c'est pas forcément suppression. Exactement, tout à fait. Il y a eu des TA qui sont allés commencer à aborder ces questions-là. Et ce qui est toujours intéressant d'avoir cette notion en tête, nous les juristes en droit administratif, on a cette habitude-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur manifeste, finalement, qu'on se moque un peu de l'interconnexion de ce bâtiment dans la ville. Donc il faut du stationnement. En quelle quantité? C'est à vous de travailler sur la démonstration avec des bureaux d'études, parfois des bureaux d'études qui sont spécialistes du transport en ville, qui permettent de venir amener de la légitimité à votre message pour dire je vais faire ici que des vélos dans cette opération. C'est un petit peu la même logique qu'on a dans les PLU, qui ne fixent pas de chiffres minimal pour le stationnement, mais qui va demander en réalité aux porteurs de projet de justifier de la réalité du besoin. Voilà. C'est toujours la même idée en réalité, compte tenu du nombre d'usagers, d'habitants ou autres, avec de l'autre côté les services qui existent à proximité, notamment en termes de transport en commun ou les stationnements existants à proximité. Ensuite, toujours concernant la densité, là c'est un petit peu la dérogation reine, c'est celle permet un bonus de 30% de constructibilité supplémentaire, et
vous laisse Olivier. Merci Nicolas. Alors plus 30, plus 15 et plus 5 même. Là on a été discret sur ce slide puisque on peut cumuler. Pourquoi on peut cumuler? Alors on va parler un tout petit peu d'histoire, j'ai le temps, je pense, de quelques minutes, Quelques secondes. quelques secondes seulement. Un tout petit peu d'histoire de ce texte qui est le L152-6 et en l'occurrence pour aujourd'hui, troisièmement. On appelle ça la dérogation loi Elan. Pourquoi c'est la dérogation loi Elan? Parce que la loi Elan vient modifier ce texte de manière significative en notant l'impératif de mixité sociale de cette disposition-là, et en ajoutant un bonus de 30% de constructibilité par rapport au gabarit existant. Donc, pas de logement social obligatoire. On peut en faire, bien sûr, et c'est parfois nécessaire. Mais c'est déjà un assouplissement considérable. Plus 30% par rapport au gabarit de l'immeuble, on y reviendra. Et Nicolas l'a dit juste avant, ça se cumule des dérogations de stationnement. Mais c'est pas tout. On parle de ces dérogations dans les zones tendues. Elles sont très adaptées notamment aux actifs existants. On parle notamment des actifs de bureau, parce que c'est ça que ça visait, ce texte, initialement, dans la loi Elan. Et ces actifs-là peuvent être transformés, le cas échéant, par démolition-reconstruction. Ce qui veut dire qu'on peut faire du neuf, avec plus 30% de bonus par rapport à la construction existante, sans logement social en théorie, et avec des dérogations fortes en stationnement. Ça, si c'est pas une dérogation sexy, je sais pas ce qu'il vous faut. J'ai même envie de dire les tendances. Alors, on va me dire, il va y avoir des questions, je le sens déjà, je les vois arriver, je les sens par mon subconscient. C'est pas possible, ça marche jamais. Écoutez, j'ai travaillé avec mon équipe sur plusieurs projets en Ile-de-France dont des permis sont délivrés. Alors voilà, un exemple, on ne dira pas où, on ne dira pas qui, mais c'est un complexe anciennement de bureaux de 120 000 m² en première couronne parisienne qui a été transformé en 87 000 m² de logement et commerce au rez-de-chaussée, délivré par un maire d'Île-de-France. Le dossier est intéressant parce que vous aviez un actif de bureau qui apparaît en bleu sur le schéma que vous voyez à l'écran. En bleu, bleu-vert. Non, c'est à l'arrière. En arrière-plan, pardon. Bleu assuré, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Bleu assuré, donc la hauteur était considérable, mais le PLU de la ville limitait la hauteur au trait que vous voyez au niveau du R+7 pour l'habitation. Parce que c'était une zone monofonctionnelle de bureau, l'habitation était possible, mais avec des conditions beaucoup plus basses. Et en fait, on a pu démontrer grâce à la dérogation loi Elan qu'on pouvait fort bien s'affranchir de la limitation propre au logement, pour convaincre le maire, aller chercher 2 étages en plus par rapport à la limite du PLU, et obtenir donc une rentabilité dans ce dossier. La rentabilité est dans ces 2 étages, pour être clair, tout en montrant que pour le coup on restait dans le volume du bâtiment ancien, pour pas venir chercher... Et on la règle d'aspect extérieur, parce que ça fait partie des questions... Exactement, entre le bâtiment d'avant et le bâtiment d'après, sans vouloir offenser l'architecture des années bureaux des années 90, je crois qu'on a une nette amélioration. Sachant que les architectes dans cette opération sont très talentueux. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas utilisé les 30% pour faire plus que le bâtiment initial, mais pour juste justifier qu'on pouvait monter plus haut que le PLU initial. Donc vous voyez que c'est intéressant d'aller chercher... un peu plus, mais pas se mettre au voilà, taquet, c'est ça. On en veut, mais pas trop. Alors, mais dans une autre opération suivie avec ce même faiseur, alors pas celle-ci, mais une autre qui s'est passée dans le sud-est de la France et qu'on a obtenu aussi, c'est à Montpellier, on a obtenu le cumul de la dérogation des 30%, celle que je viens de présenter à l'instant, mais celle des 15% qui est issue de la loi climat et résilience. Donc après la loi Elan, 2 ans plus tard, on amène 15% de plus. Après le Covid, on nous dit que quand on participe à une opération dont on améliore le cadre de vie, c'est le cadre de vie. L'innovation culturelle, c'est les plus 5% dont on parlera après, mais qui me paraissent un petit peu délicats à obtenir, mais je ferai un petit... subjectif. Subjectif, ou alors... Pour être clair, je pense qu'il faut avoir le prix Pritzker sur le dossier. C'est possible. Et que même les pyramides des FFPI ne suffiraient pas à avoir les 5% en plus. C'est la loi LCAP de 2000, qui était très élitiste, très architecture, donc très orientée sur une œuvre magnifique. Alors, bon, pour le moment, je ne l'ai pas vu mise en œuvre, mais, et on a dit à nos clients que c'était intéressant de réfléchir, mais qu'il fallait mettre des moyens sur l'architecte. Considérable. Donc là, on est sur les 15%. Donc, les 30%...
avec les 15% d'espace extérieur, on peut les cumuler. Et donc on peut monter jusqu'à 45% de bonus. Il ne faut jamais dépasser, par contre, 50% par rapport aux règles du PLU existants. Donc, mais très honnêtement, sur les dossiers qu'on a pu regarder, qui sont souvent des anciens actifs de bureau, qui sont soit transformables parce qu'on peut garder des structures, soit dans la plupart des cas pas transformables et qu'on va devoir démolir, reconstruire, obtenir ce type de dérogation est une véritable bénédiction pour les opérations et les bilans. On peut d'abord, on parlait des promoteurs qui sortent d'une période où le neuf était la locomotive et qu'il le reste encore. C'est une occasion de proposer de faire du neuf dans des secteurs où on nous parle tout le temps de rénovation de l'ancien, ce qui est un objectif en soi, mais qui n'est pas forcément adapté. On ne peut pas toujours le faire. Ça, il faut l'expliquer, mais techniquement, ces dossiers-là le permettent. Parce que quand on demande cette dérogation-là, on va parler du comment après, on doit expliquer point par point comment on n'arrive pas à réhabiliter ce bâtiment. Comment, de toute manière, ça va nous coûter très cher d'acheter ce foncier parce qu'il est plus cher, il est en zone tendue, il a de la valeur, mais malheureusement, les travaux qu'on va devoir réaliser sont considérables dans un secteur contraint. Donc il nous faut des mètres carrés en plus pour qu'on trouve un bilan qui fonctionne, et ainsi de suite. Ces dérogations fonctionnent. Donc j'ai donné un exemple retentissant avec une opération de 87 000 m² qui est autorisée. Mais il y en a d'autres. Et elles font parfois 10, 15 000. C'est pas des petits projets. Les maires jouent le jeu. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un effort de pédagogie qui est énorme par l'équipe qui suit le projet, par les gens qui sont dans les équipes de promoteurs ou foncières qui travaillent sur ces projets-là, qui se cultivent et qui s'acculturent, j'ai du mal, à cette nouvelle façon de travailler, qui après vont en mairie pour proposer cet outil, qui d'abord se prennent une volée de bois vert. C'est très clair. On revient avec eux. Nous, avocats, pour leur dire mais si c'est possible, ça marche, c'est légal, c'est tout à fait possible, monsieur le maire, on va le faire. On coche toutes les cases. Et les services ne sont pas d'accord. Et puis, au bout d'un moment, si on arrive à montrer que c'est la seule issue possible pour que cet actif mute, qui est souvent un actif qui est oui, c'est ça. C'est le moment. C'est le moment clé pour ces dérogations. Et je prends un peu de temps dessus parce que c'est, à mon avis, la plus intéressante de la journée par rapport au public qui est le nôtre. J'ai interviewé récemment le président de l'ORIE et on a parlé de ce fameux indice qui a été produit par... l'ORIE a demandé à des bureaux d'études de travailler sur un indicateur de mutabilité des actifs de bureau dans les premières couronnes parisiennes. Et donc ils ont réussi à faire un indicateur qui varie de 1 à 2, enfin de 0 à 2, pardon, et qui permet de qualifier les secteurs dans lesquels il faut... le degré de mutabilité. Exactement. Il faut muter. Et apparemment, d'après ce que ce président m'a dit, l'interview sera bientôt disponible, c'est intéressant que les élus se sont trouvés face à de la data, enfin à des données qui les ont éclairés sur la possibilité de faire et les effets bénéfiques sur leurs écoles, puisqu'on a des populations, il y a des bureaux vides, mais des populations aussi qui vieillissent, donc il faut faire venir des populations dans leur quartier. Donc ça rejoint les sujets qu'on a traités tout à l'heure, sur le fait que les infrastructures de réseau sont déjà là. Il n'y a pas besoin de faire d'égout. Donc en fait, on peut mettre en lumière des sujets intéressants, mais face à des actifs qui sont en mauvais état ou pas du tout adaptés à la transformation en bureau, c'est pas les mêmes trames, c'est pas les mêmes hauteurs, c'est pas les mêmes climatisations, c'est pas les mêmes groupes. On va aller chercher potentiellement une demande de démolition-reconstruction avec des gabarits supplémentaires et remplir ces fameux objectifs assignés par la loi, mixité sociale, si c'est nécessaire pour le projet, densification, bas carbone, ainsi de suite. Parce que les projets sont, pour le coup, comme on demande une dérogation, scrutés de très près pour produire de la qualité. Il ne s'agit pas ici de faire des choses médiocres. Et j'en finis avec le fameux 5% de bonus possible en ajout des 30 pour la loi Elan, plus 15 avec la loi climat et résilience pour la qualité de vie. Donc ça veut dire qu'on a des balcons, qu'on a des belles... Les 5% de bonus, je ne l'ai pas encore vu en application. C'est intéressant. Mais si vous avez un archi qui a vraiment envie d'aller chercher un prix, de faire quelque chose de très nouveau, pourquoi pas aller le chercher, mais ça me paraît quand même assez compliqué d'aller le chercher. Pour 5% en plus. Oui. C'est vrai que le rapport investissement-retour... Voilà ce qu'on peut dire sur cette dérogation, mais très synthétiquement, il y a beaucoup de choses à dire pour la façon de la présenter, la pédagogie dont on doit faire preuve, ainsi de suite. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les critères. Une petite question, dans les exemples que tu donnes, tu as associé les services de l'État ou pas du tout ? Alors,
Je parle du contrôle d'égalité, de l'arrêté du maire. C'est une excellente question. Non, et on était très surpris avec Nicolas récemment dans un dossier, là aussi en Ile-de-France, où on a proposé à un préfet, dans un cas où un PPRI nous gênait, on a proposé une solution clé en main, hyper, de notre point de vue, intelligente et structurée pour répondre aux problèmes. Et l'État nous a dit non, on ne veut pas toucher à ça, on ne sait pas faire. Alors, parce que dans ce service précis, déconcentré, il n'y avait pas la compétence. Donc on s'est dit, mince, là aussi il faut évangéliser. Aussi, donc voilà, ça veut dire que la loi ne s'est pas diffusée partout. Donc en effet, excellente question, parce qu'on pourrait penser que l'État stratège a tout ça en tête, mais non, il y a eu tellement de textes qui sont sortis en quelques années, et c'est pas terminé, la descente et la pratique des SEDEC n'est pas encore développée. Et nous, alors au cabinet, on milite beaucoup pour que ça se développe, parce qu'on pense que c'est une clé pour les projets sous-utilisés. Ça, et surtout compte tenu du temps d'adaptation des PLU, je pense que c'est vraiment un argument à mettre en avant. Alors, soit on coche les cases de modification, qu'elles soient simplifiées ou de droit commun, soit effectivement il y a ces outils de dérogation, adaptation pour préparer le futur. Sur les dossiers là où pour le coup les dérogations ont été acceptées et délivrées par les autorités compétentes, on n'a jamais eu de difficulté au stade du contrôle de légalité. Non, c'est vrai, parce que pour le coup les dossiers ont été suivis de manière assez précise et on a décliné une méthodologie pour remplir les conditions du texte, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il faut que le projet s'insère dans son environnement bâti. Il faut que le gabarit respecte, le gabarit du projet respecte les 30% ou les 45% si on arrive à cumuler, ainsi de suite. Ça doit démontrer précisément. Et ça se fait de manière extrêmement précise dans un document qui est adjoint au permis de construire. On a encore des questions sur les recours contre ces projets-là, mais j'ai envie de dire, des recours, il y en a un peu sur tous les projets. Est-ce que c'est parce qu'on va avoir une dérogation qu'on va être plus mis en lumière? Quand on a fait le dossier en 2022, c'était un cas de stress. On a fait un dossier avec Bérangère Joly à la revue Opération Immobilière, des éditions Le Moniteur, et on se posait cette question à l'époque. Mais entre-temps, le Conseil d'État s'est prononcé sur une dérogation qui a transformé un parking en plein cœur de Paris, avec des requérants très bien conseillés d'ailleurs, puisque le recours était très bien porté par les adversaires, et le Conseil d'État est venu à la suite du tribunal administratif de Paris. C'était en zone tendue, donc il n'y avait pas d'appel, petite révision pour tout le monde, est venu vraiment protéger ce texte. Alors, protéger ce texte, avec une vraie hésitation du rapporteur public, mais le Conseil d'État est allé beaucoup plus loin en disant non, mais c'est évidemment par rapport au gabarit de l'immeuble existant. Dans toutes ces dimensions. La jurisprudence est plutôt favorable, fixe un cadre. Exactement. On a même cette jurisprudence qui est intéressante, c'est peut-être l'occasion de le rappeler aussi, où une dérogation a permis la régularisation d'un permis qui était contesté. Donc on voit bien que c'est quand même, en tout cas le juge administratif est plutôt bienveillant, on va dire. À partir du moment où le maire a un pouvoir discrétionnaire, en réalité, de fait, le contrôle va se limiter à l'erreur manifeste d'appréciation. Exactement. Donc ça laisse quand même une véritable marge de manœuvre aux collectivités territoriales, au maire en premier lieu, mais avant ça, évidemment, il faudra justifier du respect de chacune des conditions pour que ça ne soit pas la décision qui soit attaquée, mais en réalité les modalités et la manière dont on vient y répondre. Pour être un peu taquin, quand même, on peut dire par rapport au recours que je préfère parfois appliquer la dérogation qu'un PLU, vu le caractère ésotérique de certaines dispositions. Et Laurent, aucune critique de ma part. J'ai moi aussi rédigé des dispositions ésotériques sans le vouloir. Il faut avoir un exercice d'humilité quotidien quand on écrit une norme, qu'elle soit locale ou nationale. On ne pense pas toujours à tout, et la dérogation finalement est un espèce de... C'est contradictoire comme ça au premier abord, mais non, un espèce de matelas de sécurité lorsqu'on a bien appliqué le texte. Je pense que le terme dérogation en fait est vraiment très malheureux. Et il est malheureux. Une adaptation. C'est l'urbanisme de... On vient boucher un trou dans la raquette en fait. Je pense ou n'ayons pas peur des mots, ça peut être de l'urbanisme de projet, parce qu'on vient négocier point par point avec le maire quelque chose de nouveau dans un quartier qui n'est pas encore en mutation. Donc c'est vraiment un outil. Et ça coûte moins cher que de refaire un PLU. Un peu. Disons que la seule chose qui peut éventuellement poser question, c'est qu'on parle toujours en PLU, on parle toujours de concertation avec la population, d'enquête publique, on partage le document, tous les voisins sont au courant de ce qui va se passer, et là sur le système de dérogation, on vient amener quelque chose de nouveau qui n'est pas connu de la population. Alors en l'occurrence, qui a priori peut accentuer le risque de recours. Alors exactement. Et ben pour le
cas du dossier de 120 000 m² dont j'ai parlé, il y a évidemment une concertation qui est adaptée parce que c'est pas un petit morceau de ville. Mais est-ce que des recours sont plus développés ou pas? Oui, là pour le cas du dossier qui était monté au Conseil d'État, c'était un parking qui posait aucun problème d'usage à part l'habitude qu'on avait de voir des voitures rentrer et sortir. D'un coup, ça devient des logements et des vis-à-vis, ainsi de suite. Les gens, avec en plus une hauteur de 30% en plus. En plein cœur de Paris, c'est pas fréquent. Le PLU est quand même assez restrictif. Et donc, oui, des recours sont arrivés. Mais ce qui est intéressant, c'est la posture du juge vis-à-vis de cette dérogation qui a dit « Ok, on doit développer le logement en centre-ville ». Il y avait d'ailleurs une servitude de mixité sociale sur cet immeuble et tout a été cumulé. La dérogation PLU et la dérogation de la loi. Non, c'est peut-être à nous, rédacteurs de PLU, de dire ne faites pas des PLU trop normatifs, il y a des possibilités d'assouplissement. Voilà, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est dans les zones de projet, le moins de dispositions est le mieux pour les projets. C'est tout ce qu'on a comme dérogation? Il en reste une. Une seule. En fait, une seule qui est juste un petit peu, on va dire, la compilation de toutes celles qu'on a vues précédemment, qui sont dans les GOU, les ORT, les grandes opérations d'urbanisme, les opérations de revitalisation du territoire, dans lesquelles, en réalité, dès lors qu'on va être dans ces secteurs particuliers, donc, qui ont été prévus par les autorités locales, on va pouvoir, on revient très rapidement dessus, mais encore une fois, en fait, venir déroger aux règles de retrait, au gabarit, encore une fois en faisant plus de 30%, donc ce qui est réglementairement prévu, avec les 15% supplémentaires lorsqu'on va venir prévoir des espaces extérieurs, encore une fois au stationnement, mais également aux destinations, là où l'habitation n'est pas permise. On va pouvoir faire de l'habitation. Donc voilà, c'est un petit peu la réunion de toutes les dérogations qu'on a pu voir précédemment. Je pense que c'est pas nécessaire de revenir encore une fois en détail sur l'ensemble, mais simplement... Dernier point, c'est donc la question comment obtenir ces dérogations. Dès lors qu'on va être effectivement sur une demande de permis de construire, il va falloir venir produire des pièces et qui vont être fonction du type de dérogation. Donc là, on vise la PC 22 40-3 et 40-4 qui est fonction donc selon qu'on est en zone tendue. La PC 22, c'est lorsqu'on va venir faire de la performance énergétique ou environnementale avec une plus-value, donc il va falloir donc démontrer vraiment à l'autorité compétente en matière d'urbanisme pour délivrer l'autorisation que d'une part les critères sont remplis et d'autre part tout le caractère vertueux donc de l'opération qui est ici en cause pour donner envie en quelque sorte, étant donné que c'est quand même un pouvoir discrétionnaire toujours, même si effectivement en plus de la simple production des pièces, on ne peut que conseiller à tout le monde d'avoir véritablement un rôle de discussion et d'amener le dossier et d'en discuter avec les services instructeurs pour justifier véritablement du besoin et des contraintes, parce que souvent il est question de contraintes qui nécessitent en réalité la mise en œuvre de ces dérogations pour que le dossier puisse sortir. Allons un tout petit peu plus loin avec ces pièces. Alors, elles sont formalisées depuis peu de temps, puisque pendant un certain temps, on faisait des demandes de dérogation à travers la PC4, donc la fameuse pièce, la notice architecturale du projet, dans lequel c'est un fourre-tout qu'on utilise beaucoup, nous, les avocats, pour améliorer les dossiers d'un point de vue juridique. Il faut évidemment que le dossier soit cohérent dans son ensemble. Les pièces habituelles, les plans, les différentes notices, même les études thermiques doivent se conjuguer et doivent être cohérentes avec la demande de dérogation, bien évidemment. Mais faisons un peu de sociologie des organisations administratives. On a une structuration très forte en France pour la norme écrite, la norme stable. Donc le PLU, normalement, par l'instructeur dans une collectivité, il applique sa norme quotidienne et on lui amène une déstabilisation totale avec quelque chose d'autre. Donc il faut qu'il y ait un refuge, et ce refuge, c'est ces pièces. Si ces pièces sont bien préparées, font une démonstration pédagogique, montrent bien qu'on est dans un cadre législatif adapté, qui est prévu, qui rend les mêmes services que ce que le PLU voulait faire, ou alors qui va bien au-delà d'un PLU si le PLU est périmé ou est remis en vigueur à la suite d'une annulation, des choses comme ça, qui font qu'on revient dans le passé. Eh bien, si ce travail est bien fait, c'est un pas de plus vers l'obtention de cette dérogation, ce sésame. Et vraiment, j'invite tous les auditeurs à regarder ça de manière approfondie. Ces demandes nécessitent un travail de fond important. Mais ce travail de fond important est pas la garantie du succès, mais est une condition du succès. Oui, tout à fait. Incontournable.
Juste pour revenir sur la dérogation GOU et ORT, donc les GOU pour les grandes opérations d'urbanisme, on en a au moins 2, c'est ça, Charenton et Marseille. Oui. C'est vrai que c'est un régime très particulier avec un transfert de la délivrance, la compétence de délivrance de PC aux intercommunalités. Donc ça explique peut-être qu'il n'y en ait pas énormément. En revanche, les ORT, il y en a quand même un certain nombre. On vous remettra peut-être dans le support le lien vers la cartographie que le ministère a établie des ORT. Parce qu'effectivement, ce sont des territoires dans lesquels l'État concentre pas mal de dispositions. On avait fait un supplément FP Info sur ce sujet. On va avoir un dispositif de Normandie, on a même le LLI. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont concentrées dans ces territoires, et notamment une dérogation parmi toutes celles qu'on a vues ce matin. Puisqu'il nous reste un petit peu de temps, on est en avance, avant de passer aux perspectives, puisqu'on l'a évoqué un petit peu en filigrane, et on voulait vraiment vous concentrer ce matin sur le droit existant. Il y a des projets de texte, il y a des rapports, on va y venir, mais on voulait que vous ayez un petit peu en tête toutes ces dérogations. Donc vous avez bien retenu qu'il y a pas mal de règles qui peuvent être concernées, différents territoires. Donc c'est important de l'avoir en tête, même si ce matin on n'a pas pu rentrer dans le cœur des conditions, mais ça a quand même été évoqué. On a quelques questions dans le chat sur l'autopartage, parce que c'est vrai que c'est une dérogation qui s'est beaucoup développée, qui existe depuis 2019. Donc, normalement, effectivement, on est sur une dérogation de plein droit. Ça a été évoqué tout à l'heure, la CA de Bordeaux est venue semer le doute sur le fait de savoir si on pouvait en bénéficier, si le PLU la prévoyait ou pas. Comment vous adaptez Alors, comment on s'adapte tout simplement en n'acceptant pas la position prise par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. On en sait quelque chose, puisque c'est un dossier qu'on a suivi, donc, qui nous a beaucoup surpris. Il faut savoir que la jurisprudence est partagée. Donc déjà, on a d'autres cours qui statuent différemment. Y compris le Conseil d'État. Alors, indirectement sur la recevabilité d'un... Indirectement, en effet, mais alors malheureusement... Très nombreux jugements, au fond, qui se situent exactement dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Donc, heureusement, il y en a quelques-uns qui sont dans le même sens que la Cour de Bordeaux, mais... Donc il y a un vrai partage sur cette question. Ce qui est sûr, c'est que quand le texte a été voté, c'était une volonté d'automaticité pour simplifier. Puis surtout, dans l'historique, initialement, il y avait un renvoi à un décret. Oui. Ce renvoi a été supprimé par la loi. C'était justement la volonté du gouvernement, ici, par cette suppression, d'indiquer que c'est d'application directe. C'est tellement rare que les textes... effectivement, et ça n'a pas été pris en compte par le juge ici, alors même que c'était la volonté du gouvernement qui l'a réaffirmé récemment. Donc on a eu quelques réponses ministérielles. Nous, au niveau de la FPI, on a essayé de faire bouger les lignes, et ça fera la transition avec la proposition de loi UVART, parce qu'effectivement, on voulait obtenir la clarification. Donc il y a eu des débats qui sont venus confirmer le caractère légal et automatique. Bon, pour autant, le texte n'est pas modifié. Mais... Débats qui ne sont pas inintéressants, parce qu'il y a eu une espèce d'affirmation d'évidence que... Ce qui a motivé le rejet de l'amendement. Voilà, ce qui a motivé le rejet de l'amendement, ce qui est dommage, mais parce qu'il faut aller au bout des choses. Mais en tout cas, pour le gouvernement, pour le gouvernement démissionnaire, il était clair que ce texte devait rester comme tel et devait être interprété comme d'applicable de plein droit, donc à 15% minimum, et plus si affinité. C'est-à-dire que votre offre de stationnement partagé doit être réadaptée. Si vous avez une offre plus conséquente, on peut avoir plus de demandes de dérogation. Voilà. Après, ce texte reste quand même un outil pas si évident que cela à manier, parce qu'il faut vraiment garantir à la collectivité que... Oui, la pérennité, le nombre suffisant, l'adaptation de ces dérogations. Sachant qu'effectivement, demain, si la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme doit être adoptée de manière définitive, on passera non plus à 15%, mais on passera à 30%. Mais c'est pour ça qu'on a de réduction minimale. Profité. Et en plus, avec notamment, pas uniquement la mise à disposition de véhicules propres en autopartage, mais également exactement des aires de covoiturage à proximité immédiate. Donc ça peut être un avantage véritablement supplémentaire lorsque celle-ci existe. Oui. Et pour répondre effectivement à une autre question qui est posée dans le chat, c'est vrai qu'on a beaucoup de dérogations. La question, est-ce qu'il existe des dérogations spécifiques dans les OIN ?
À ma connaissance, Non, en c'est fait, pas lancé comme tel. Non, mais en fait, ce sont les mêmes que celles. En fait, les éoliennes sont souvent en zone tendue, C'est donc pour ça. répondre à votre question, et les éoliennes sont toutes sur le territoire national, donc toutes sont applicables. Mais il n'y a pas de spécificité particulière. Alors parfois, on a des goûts dans les éoliennes, mais là, c'est pareil, c'est très rare. Et on peut s'amuser à panacher. S'amuser est un bien grand mot, mais non, pas de particularité dans les éoliennes. Et donc, pour revenir sur l'autopartage, donc comment garantir la pérennité de l'autopartage à la collectivité, c'est la durée, c'est ça, du service qui est proposé. Et il y a l'adaptation, c'est ça, c'est le nombre de véhicules qui est mis à disposition permettra de bénéficier de la réduction de places de stationnement. Parce que à la question, s'agissant de la dérogation liée à l'autopartage, vous avez évoqué une réduction de 15% à minima du nombre de places compensées par un véhicule. C'est 2 véhicules. C'est pas, oui, c'est deux, C'était ouais. une erreur rapidement dite, c'est 2 véhicules. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les points de vigilance, c'est le nombre de véhicules mis à disposition et la durée du service. Alors, avec la limite à laquelle sont confrontés les promoteurs, c'est qu'on impose, entre guillemets, ce service-là aux futurs copropriétaires, Oui. avec tous les sujets Alors, de mise en c'est concurrence, c'est etc. un- C'est une vraie c'est un point difficulté pratique. difficile. Mais Mais ça peut faire partie en tout cas, des choses à avoir en tête. Donc effectivement, certains participants souhaitaient qu'on revienne sur la loi d'Aubier et la transformation de bureau en logement. Là, l'objectif, c'était pas d'évoquer la loi d'Aubier, parce qu'on pourra, ça fera l'objet peut-être d'un prochain rendez-vous live. Hein, ça donne des idées. non, En mais tout cas, ce qui ce qui est sûr, c'est qu'on pourra y revenir. Ce qui est intéressant par rapport à cette demande, c'est de revenir sur ce qu'on vient de dire. On a parlé là pendant quasiment 1 heure de beaucoup de dérogations qui sont assez récentes, mais qui ont 5-6 ans et qui s'appliquent à peine aujourd'hui. Oui. Donc la loi d'Aubier, c'est très sympa d'en parler, mais avant qu'elle s'applique de manière concrète, à part 1 ou 2 cas près, il va falloir qu'on prenne possession des outils, qu'on les comprenne complètement, parce que ça a été voté dans des conditions quand même assez particulières aussi, il n'y a pas eu vraiment de colonne vertébrale. Et que le temps que ça descende dans les services, comme on vient de le voir, la loi Elan, c'est à peine aujourd'hui qu'on obtient des permis dérogation à la loi Elan. La loi Elan, c'est 2018, Tout à fait. novembre 2018. Donc vous voyez bien qu'il y a forcément un décalage. Donc c'est Il y a un temps tout à fait logique de vouloir se mettre à jour. C'est notre métier et c'est même notre obligation de vous en parler. Mais déjà, avec le stock C'est ça, dont tu parlais au début de la séance, exactement. il y a de quoi faire. Ouais. On peut peut-être dire simplement concernant la loi d'Aubier, et c'est ce que disait votre adhérent, comment transformer du bureau en logement. Oui, Bien avoir en tête que c'est pas que le bureau. exactement. Non, C'est c'est toutes les les locaux. constructions existantes C'est ça. qui ne sont pas à destination d'habitation. C'est ça. Donc c'est vraiment un spectre largement plus important qui ne concerne pas exclusivement le bureau. C'est ça. Au même titre que donc c'est hors habitation à habitation, et que habitation, vous connaissez tous notre nomenclature des destinations du magnifique Code de l'urbanisme français. Donc ça regroupe à la fois le logement, mais aussi l'hébergement. Exactement, c'est ça. Et donc l'hébergement, ça recouvre notamment tout ce qui est résidence avec service. Donc ça permet aussi de faire du logement étudiant ou pour personnes âgées, Exactement. ou du co-living, n'en déplaise à certains élus locaux, puisque ça répond à des besoins. Exactement. Donc la loi d'Aubier, effectivement, elle a un champ beaucoup plus large que les rapports qu'on voulait revenir, sur lesquels on voulait revenir rapidement. Donc pour vous les ayez en tête, si vous ne les avez pas vus passer, c'est vrai que ce sujet, alors transformation de bureaux en logement ou transformation de locaux, moi je préfère. Mais là, on a 2 rapports effectivement qui ont été remis début septembre et qui reviennent notamment sur ce qu'on vient de dire, donc créer un droit acquis sur les places de stationnement existantes. On sait que c'est un vrai sujet. Alors les 2 rapports font pas exactement les mêmes propositions sur cette thématique, mais en tout cas, sans attendre voilà, que ces rapports se transforment en mesures législatives, on a déjà de quoi faire dans le Code de l'urbanisme. Systématiser le bonus de constructibilité, c'est ce que vous avez exposé avec la majoration notamment du volume de 30%. Et puis c'est vrai que c'est un cas de dérogation qu'on n'a pas évoqué parce qu'il y en a beaucoup, mais que la ministre démissionnaire en charge du logement, Valérie Létard, aussi a remis un petit peu au goût du jour avec une circulaire du mois de février dernier. C'est le droit de dérogation du préfet qui peut trouver à s'appliquer notamment dans le secteur de la construction et de l'urbanisme. Mais je pense que vous aurez compris ce matin, alors même si le sujet d'associer éventuellement les services de l'État a été évoqué ce matin, alors voilà, ça peut être encore un autre cran
à avoir en tête. Mais il y a déjà pas mal dans notre boîte à outils existante. Est-ce que, alors j'ai une question dans le chat, est-ce qu'on peut déroger au titre des performances énergétiques ou environnementales, même si le PLU impose une exigence au seuil réglementaire? C'est-à-dire que je vais avoir ma RE 2020 CCH. Alors maintenant, on est sur les seuils 2025 qui s'appliquent. J'ai un PLU qui va m'imposer d'aller au-delà de ces exigences, qui effectivement est possible. Là, je peux avoir un bonus de constructibilité, mais qui est prévu dans le PLU. Oui, il faut que le PLU Voilà, c'est ça. le prévoit et le zone. Enfin, il faut que Ça, le secteur le en secteur. question qui fera l'objet de ce bonus soit repéré sur le plan de zonage. Parce qu'après, au stade du projet, c'est encore d'autres critères. Oui. C'est les procédés constructifs. Oui. Hein. Exactement, mais ce qui est délicat subtil, mais il faut pour les, l'avoir en tête. ce qui est délicat pour les PLU, c'est que parfois il y a une obsolescence du PLU parce qu'il a été voté il y a longtemps avec le standard BBC par exemple, mais qui est inférieur à la RE 2020 dans les calculs que j'ai pu faire dans un dossier compliqué. Et on a ce problème d'obsolescence. Et donc, si le PLU est récent, il y a des chances qu'il soit beaucoup plus prescriptif que la RE 2020. C'est ce qui se passe dans le nouveau PLU de Toulouse, par exemple. C'est l'exigence en tout cas de ce territoire, parce que compte tenu du réchauffement climatique, il considère, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, qu'il faudra aller plus loin que la RE du Code de la construction et de l'habitation. Donc c'est pas évident, mais n'empêche que c'est leur volonté politique. Donc là, j'ai pas forcément vu les bonus en face, mais un exemple de PLU qui est déjà entre guillemets en avance sur son temps, si on peut dire ça ainsi, en tout cas qui se propose d'aller plus loin que la loi nationale. Oui, mais justement, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas les bonus. Alors, ça, c'est le débat politique. Et donc, le PLU peut prévoir des exigences supérieures au texte sans prévoir. C'est ce que l'on disait au début. Et d'ailleurs, dans cette ville, votre fédération apportait un message auprès des élus pour avancer. C'est intéressant. Il y a ce débat qui existe en fait, sur le sujet. Alors, est-ce qu'on convainc du premier coup? Pas sûr. Est-ce qu'on va réussir à obtenir l'adhésion du premier coup? Pas sûr non plus, mais le message est passé. De plus, quand on élabore un PLU, c'est énormément de parties prenantes. C'est très complexe comme mécanique. Mais là, pour le coup, le promoteur seul ne peut pas interagir, me semble-t-il. C'est comme un particulier face à l'administration. Mais en revanche, en fédération, dans plusieurs réunions, je répète toujours la même chose, on peut faire bouger les lignes. C'est l'idée de poser des exigences, c'est ce que je dis toujours, c'est un petit peu comme les chartes. Il y a article 1, engagement du promoteur, article 2, engagement de la collectivité. Et donc que vous ayez en tête, c'est pour ça qu'on voulait faire ce rendez-vous live de la boîte à outils existante, pour pouvoir aller voir vos élus locaux préférés, soit au stade de vos projets, soit au moment de l'élaboration des PLU, parce que il y en a beaucoup en ce moment, de dire dont acte sur plus de mixité sociale, quels que soient les contours de cette notion, plus de performance énergétique et environnementale, pourquoi pas, mais en face, tout ça, c'est pas neutre en termes de coûts économiques en particulier. Mettre des bonus de constructibilité pour pouvoir équilibrer les opérations et faire du logement abordable, parce qu'à la fin, le sujet, c'est quand même ça. Et ce travail, c'est aussi accepter l'idée suivante, c'est que les gens qui rédigent les PLU ne savent pas tout des contraintes qui sont les autres. Et c'est accepter l'idée que c'est construire la ville ensemble, que de travailler sur les documents d'urbanisme ensemble. C'est pas forcément de suite accepté, mais quand on fait l'effort et qu'on fait ça de manière diplomatique et intelligente, avec des vrais arguments, ça fonctionne. Voilà. Ça, puis il faut peut-être l'axer sous l'angle pédagogie. C'est vraiment l'idée de dire, on a une boîte à outils, on la regarde ensemble et on voit ce qu'on peut faire. De la même manière que les dérogations propres au projet ont mis du temps à infuser, les contraintes du ZAN sont pas encore complètement... Elles sont perçues, mais bien dans le contentieux des PLU. Elles sont perçues, les contraintes, mais on a du mal à complètement passer à l'acte. On se dit peut-être que ce sera la prochaine fois, dans 5 ans, ce sera pas moi. Et ben, c'est la même tendance en fait. Le texte met du temps à s'alimenter. La loi littorale a mis 20 ans à s'appliquer de manière complète, nous disait Philippe Baffert. C'est intéressant. Je pense, l'enjeu de la densification, on en a parlé et franchement, on insiste là-dessus. Alors, c'est vraiment vous donner les clés aussi pour discuter avec les élus locaux, mais ce sujet de la densité qui est souvent mis de côté, c'est toujours plus facile pour un élu de se dire vous comprenez, mes habitants sont pas prêts, etc. Sauf que
derrière, je pense que les enjeux juridiques et du coup économiques, parce que un élu pourrait aussi aller expliquer à ses habitants que faire un PLU, ça coûte cher. On pourrait ne pas densifier, sauf que si c'est pour tout refaire, parce que ça va être annulé par le juge, parce qu'on est en consommation excessive d'espace, c'est pas non plus très heureux. Le rôle des élus est très complexe. Ils ont à gérer énormément de complexité également. Donc il faut leur donner des clés, leur donner envie, leur faire comprendre qu'on peut rénover des quartiers sans pour autant causer de nouveaux problèmes. C'est ça la difficulté. Et ce que je disais tout à l'heure en rappelant les propos du président de l'ORIE sur le rapport qu'ils ont commandé pour avoir des datas pour choisir les quartiers dans lesquels il y avait de la mutabilité possible, avec plein de critères, avec beaucoup de critères qui permettaient de déterminer les bons quartiers, est un exemple intéressant à suivre peut-être pour d'autres territoires. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à aller à la rencontre des élus quand on est tout fait sur un terrain, surtout quand le PLU est en cours de révision. Mettez-vous à la place du bureau d'études qui fait des projections démographiques, et voilà, quand on amène des projets d'une ampleur comme ceux que décrivait Olivier juste avant, on a forcément un impact sur les chiffres. Et donc on est preneur de ces informations-là, et en même temps ça permet de partager sur la modélisation du projet et d'adapter les règles. En tout cas, dès que l'élu est favorable à un projet, dès qu'il y trouve son bénéfice pour la collectivité, il va adapter le plus en conséquence. Faut vraiment pas faire l'économie d'avoir cette démarche. Alors justement, ce sujet de la transformation, c'est vraiment le sujet d'actualité. Dans les arguments récents, parce que ça aussi, je ne sais pas si les adhérents ont en tête, nous on essaie de le diffuser. Et pour répondre à la question sur la diffusion des informations de la FPI, on a fait une circulaire qui recense toutes ces dérogations. Et là, c'est vraiment le détail. On retrouve quelques jurisprudences qu'on a évoquées ce matin, et notamment les conditions. La transformation de locaux hors habitation en habitation, ça donne lieu à la perception de la taxe d'aménagement depuis le mois de février. Donc là aussi, ça faisait partie des freins, au-delà de l'évolution du marché aussi de l'immobilier tertiaire. L'argument fiscal qui est parfois un argument de dire oui, moi, vous allez transformer un énorme parking en logement, etc. J'ai pas les finances pour accueillir ces nouveaux habitants parce que derrière, ça implique des travaux d'équipement public, que ce soit sur les réseaux, sur les infrastructures scolaires et autres. Aujourd'hui, il y a cet argument-là. Il y a la possibilité d'exonérer, il y a l'aide aux maires bâtisseurs. Enfin, il y a quand même des choses. Il y a des outils qu'il faut tous mettre à côté les uns des autres. Et vous avez raison de le rappeler. On ne peut pas faire d'urbanisme de projet sans y associer la fiscalité de l'urbanisme nécessaire. Aujourd'hui, avec la réflexion des fonds publics, une opération d'ampleur où on va devoir générer de nouveaux équipements, d'adaptation du quartier, va nécessiter une contribution fiscale de la part du bâtisseur. Alors, et un abattement de 50%. Voilà, il y a un abattement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les quartiers, notamment de bureaux, générer une taxe de bureau assez confortable pour les collectivités, elle va aller en se tarissant, puisque je ne vois pas très bien comment le modèle économique peut tourner très longtemps avec des millions de mètres carrés. On parle bien de millions aujourd'hui, 3 millions, mais ça sera bientôt 6. Oui, on les a dans les rapports. Voilà, dans les prochains mois, ça va s'amplifier. Ce matin encore, la newsletter de Robin Rivaton expliquait une tendance qui va encore s'amplifier sur la détertiarisation de l'économie. Bon, il y a quand même de quoi penser que ce problème de niche va devenir un problème de société. Et donc les outils vont fatalement être saisis par vous, les promoteurs, mais également par les élus, parce que quand on va devoir régler un problème sociétal plutôt, on va actionner tous les leviers. Parce que avoir des friches immenses en millions de mètres carrés, ça va pas fonctionner longtemps en fait, c'est pas possible. Donc bref, on a un enjeu et si on peut se projeter sur les perspectives, les outils qui existent déjà vont être utilisés, vont vivre, et les nouveaux qui arrivent, voilà, on compte sur vous, et les nouveaux qui vont arriver et qui, dans les prochains jours, on n'en a pas trop parlé parce que c'est encore incertain, vont encore renforcer d'un niveau, d'un cran, pas la simplification du droit, ça c'est faux. Non, pas vraiment, non. Mais en tout cas, la facilitation des projets qui répondent aux objectifs qu'on a déjà cités plusieurs fois.
Comme il nous reste quelques minutes, alors juste on a une question sur la notion de mixité sociale qui a été abordée tout à l'heure, donc qui est vraiment pas uniquement, hein, ça a été rappelé, de la mixité sociale au sens de typologie de revenus en fait des populations, mais vraiment une mixité plus large. Le logement abordable fait-il aussi partie d'une mixité sociale permettant d'obtenir une dérogation? Ça se défend. Ça peut, Ça se défend. ça va dépendre aussi de la rédaction du PLU. On en parlait tout à l'heure, la rédaction des servitudes de mixité sociale. Il y a ceux qui renvoient, entre guillemets, bêtement au quota SRU, mais pas forcément. Ça aussi, ça peut être une discussion avec les collectivités au moment de l'élaboration des PLU, de peut-être prévoir une notion plus large de cette notion de mixité sociale. Si je peux vous reprendre simplement la définition qui avait été retenue par la doctrine administrative de cette mixité sociale-là, c'est, je cite, « Cet objectif de mixité s'entend à la fois en termes de diversité de programmes immobiliers, entre parenthèses, accession sociale intermédiaire, mais aussi de population, étudiantes, personnes âgées. » Ça, c'était en 2019, c'était le gouvernement qui avait cette interprétation-là, large, et qui a été donc validée récemment par le Conseil d'État en 2024, en retenant exactement la même définition. Donc effectivement, on est sur quelque chose de très large et qui correspond notamment à l'accession et pourquoi pas l'abordable si on a la effectivement... fameuse accession à prix maîtrisé qu'on retrouve parfois. Exactement. Si tant est que le quartier ne soit pas déjà complètement saturé de cette catégorie-là. Il faut que la mixité soit en lien avec le lieu où évidemment elle s'implante. On va avoir la possibilité de justifier ça, par exemple, sur les communes où le foncier est très cher. On se retrouve avec souvent des deuxième, voire des troisième accessions, où les enfants sont plus scolarisés. Hein. Enfin, en tout cas, je parle dans les écoles municipales, sont un peu plus loin dans les études où ils travaillent. Et donc, je pense que c'est jouable en termes de justification. Merci beaucoup. Donc, je vais juste... on vous a préparé quelques slides sur les textes qui peut-être ressurgiront un jour. Voilà, le Parlement va reprendre une activité, sauf qu'on n'a toujours pas de gouvernement. Donc, pour défendre des projets de texte, c'est un petit peu compliqué. Donc, on vous tiendra au courant. Mais voilà, sachez qu'à la fois dans le projet de loi, donc désolé pour les acronymes, hein, PJL pour projet de loi de simplification de la vie économique, on avait des choses sur les dérogations, alors plus axées en particulier sur les aspects, on va dire, techniques, donc procédés constructifs, tout ce qui est végétalisation et ombrière en toiture, puisque c'est un gros volet. Enfin voilà, ces articles-là, qui a déjà donné lieu aussi à plusieurs rendez-vous live FPI, sont retouchés dans ce texte-là. Mais là, on est sur un projet de loi donc d'initiative du gouvernement, et sans gouvernement, ça va être compliqué de pouvoir en discuter. Et puis, on avait la fameuse proposition de loi de simplification de l'urbanisme et du logement qu'on a évoquée un petit peu ce matin, donc dite UVART, où là, on avait, qui est passé en CMP, donc on avait une CMP conclusive, on avait un texte sur lequel les parlementaires s'étaient mis d'accord. Il manquait juste une petite relecture à l'Assemblée nationale qui n'a pas pu se faire. Donc là aussi, on attend, on vous tiendra au courant. Là aussi, il y a des choses sur lesquelles on pourra revenir dans un autre rendez-vous live. Voilà, c'est l'avantage de la production législative française. C'est qu'on peut se revoir régulièrement pour réactualiser les données. Donc, on avait des sujets, des dispositions, notamment sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, hein, les servitudes de densité minimale sur les PLU qui pourraient être élargies et donc pas seulement circonscrites au secteur à proximité des transports. L'extension, ça a été dit tout à l'heure, des dérogations qui aujourd'hui sont limitées aux communautés élevées, donc taxe sur les logements vacants, désolé pour les acronymes, mais voilà, donc qui pourraient s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Des choses aussi sur les dérogations aux règles de destination pour les logements étudiants. Il va aussi sur l'existant. Sur l'existant, permettait de venir sur la intervenir sur des immeubles non conformes. C'est ça. On a des choses aussi sur tout ce qui est stationnement, donc ça a été évoqué, l'autopartage. On a aussi tout ce qui est la possibilité, quand on ne peut pas faire les places de stationnement sur le terrain, de pouvoir les faire ailleurs. Là, il y avait aussi un encadrement et des assouplissements pour certaines opérations. Voilà, donc vous, si ça vous intéresse, vous les aurez à disposition, sachant que voilà, pour le moment, on met ça sous le tapis, puisque le Parlement n'a pas repris une activité complètement normale.
Mais dès qu'elles seront sorties, il faudra les utiliser aussi et les amener Exactement, devant c'est ça. Donc vous pourrez en prendre connaissance si élus. ça vous intéresse. Mais en tout cas, déjà, on compte sur vous pour mobiliser la boîte à outils existante parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Les lignes bougent en ce moment entre densification, voilà, sur la thématique aussi de la transformation de locaux. Donc voilà, on a envie de dire c'est le moment. On compte sur vous, voilà, pour appréhender, digérer cette matière. On espère que voilà, ça n'a pas été trop indigeste. Alors, on a fait vraiment light. Hein, On a bien commencé la journée. Voilà, exactement. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier nos intervenants ce matin. Merci Et à vous. puis Merci vous infiniment. remercier aussi voilà, de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne journée. On vous donne rendez-vous à bientôt.